ce que j'adore avec le fait de bosser avec des producteurs, c'est que on est vraiment dans une relation assez franche. Disons que tu sais tout de suite si c'est du lard ou du cochon. Enfin, s'il y a un souci, on te le dit. Et quand ils vont pas très bien, ils te le disent aussi. Donc ça, c'est vraiment génial d'avoir cette franchise, cette espèce de droiture humaine. Ça, j'adore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Au début, j'étais un peu dans le déni, c'est-à-dire que je me disais tiens, je vais monter donc j'ai démissionné. C'était vraiment très difficile, j'étais très bien dans la boîte dans laquelle j'étais, mais j'avais vraiment cette envie, donc j'ai démissionné. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Clara Beignac, fondatrice de Oh la Vache. Bonjour Baptiste. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours de manière succincte ? Alors de manière succincte, d'accord, je vais essayer de résumer 30 ans en quelques phrases, donc ça va pas être très facile. Après des études littéraires et aussi une école de commerce, j'ai rapidement filé à Berlin. J'ai eu la chance de vivre 4-5 ans à Berlin. J'y suis arrivée un peu par hasard et là-bas, j'ai travaillé pour une boîte qui vendait des voyages engagés en Amérique du Sud, continent que je connaissais vraiment très mal, mais le boulot m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé Berlin. Et donc voilà, donc j'y suis restée 4-5 ans et un beau jour, j'ai eu envie de tout quitter pour monter Oh la Vache. Pourquoi tu as changé de vie et monté un projet Comment t'expliques cela Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses différentes. Donc comme je te le disais, mon travail c'était d'inciter les gens à partir découvrir l'Amérique du Sud, donc vraiment partir à l'autre bout du monde. Ça me plaisait beaucoup, mais c'est vrai que j'avais envie de local. J'avais envie de dire, ok, c'est trop bien d'aller au Pérou, mais en vrai, si tu vas à 20 km de chez toi, tu pourras vraiment passer un moment vraiment exotique, tu pourras faire des rencontres bouleversantes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Et après, c'est vrai que l'alimentation est devenue, de manière assez soudaine, quelque chose de très important. Donc pour tout te dire, j'ai fait 2 semaines, j'ai fait 2 semaines de volontariat dans une ferme à 20 km de Berlin, justement. Et ces 15 jours ont été très, très impactants pour moi. Donc c'était une ferme très diversifiée. Je me souviens d'un matin, il n'y avait plus d'œufs pour le petit déjeuner. Et le fermier m'a dit, bah écoute, va aller chercher dans le poulailler. Et ça m'a vraiment... je trouvais ça dingue, en fait, d'être si proche de son alimentation. Et tout ça a fait que je me suis dit, tiens, c'est chouette. Mais ce qui est dommage, c'est que les producteurs gagnent pas tous bien leur vie. Donc, est-ce qu'on pourrait pas créer quelque chose qui permette d'aller passer du temps à la ferme et filer un peu plus de sous aux producteurs? Et donc, tout ça a fait Oh la Vache. Avant de revenir sur le projet, est-ce que tu peux expliquer comment s'est passée la transition entre ton ancien travail et créer une entreprise, ce qui n'est pas toujours évident? Oui, bah effectivement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette idée de boîte, et c'était juste avant de prendre plus de responsabilités dans mon travail. Donc vraiment, c'était le pire timing. C'est-à-dire que enfin, j'accédais à un poste que j'avais convoité depuis longtemps. Et cette idée arrivée impliquait forcément un retour en France. Enfin, en fait, tout simplement, j'ai juste chassé l'idée et je me suis dit, Clara, là, t'avais un projet, t'avais un plan, tu le respectes. Voilà, tu prends tes nouvelles responsabilités à Berlin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette idée n'arrêtait pas de revenir. J'y pensais vraiment très souvent. Donc, je pense que oui, il y a un été où je suis rentrée 1 mois en France pour aller voir des fermes, pour voir si c'était juste une idée complètement farfelue ou s'il y avait vraiment quelque chose à faire.
Donc voilà, j'ai profité de mes vacances. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, en fait, effectivement, il y a un truc à faire. Là, il va falloir sauter le pas. Enfin, donc c'est parti. Mais au début, j'étais un peu dans le déni, c'est-à-dire que je me disais, tiens, je vais monter Donc j'ai démissionné. C'était vraiment très difficile. J'étais très bien dans la boîte dans laquelle j'étais. Mais j'avais vraiment cette envie, donc j'ai démissionné. Et puis je me disais, tiens, je vais profiter d'avoir plus de temps à Berlin. Et puis un peu à côté, je vais réfléchir à monter ma boîte en France. J'étais complètement dans le déni, c'est-à-dire que je n'ai pas déménagé de Berlin. J'ai vraiment cru que j'allais pouvoir faire les deux en même temps. Et en fait, rapidement, j'avais besoin d'être à Paris toutes les semaines. Donc j'ai réemménagé à Paris. Et puis là, ça fait 2 ans et demi que c'est parti. Et comment t'expliques ce déni? C'est un mot qui est revenu souvent. Comment j'explique ce déni? Je pense que ça fait peur de se dire tiens, je ne vais pas avoir de revenus, je lance quelque chose, je n'ai pas du tout de business plan. Enfin, l'équation économique est loin d'être trouvée. Et puis en plus il y avait aussi quitter ma vie berlinoise pour retrouver ma vie parisienne. Enfin, ça faisait vraiment énormément de sujets d'un coup, donc je pense que pour l'accepter, pour avaler la pilule, j'avais besoin de ne pas voir certaines choses. Puis petit à petit on s'ajuste à la réalité et puis on se dit que c'est pas plus mal, donc Et là on va parler maintenant justement de ton projet Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? Alors Oh la vache, aujourd'hui, Oh la vache, on se voit comme une agence de voyage qui propose des séjours un peu d'exception chez des producteurs, donc des week-ends, et aussi des séjours qui peuvent durer jusqu'à 1 semaine, dont le but est de mettre la main à la pâte à la ferme pour apprendre un savoir-faire, vivre un moment convivial avec quelqu'un, avec un producteur qui partage son quotidien, tout en sachant que cette activité lui assure un complément de revenus. On va revenir un peu sur le fonctionnement de ce projet-là. Il y a quand même un sujet important dans ton cas de figure, c'est le monde agricole. Tu es en contact avec eux de manière quotidienne. Quel est le constat du monde agricole français aujourd'hui, vu que toi tu le vois et tu es en contact avec eux tous les jours? Alors, le constat du monde agricole français, de mon point de vue, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que je suis au téléphone avec des gens et je noue des relations avec des producteurs qui sont vraiment passionnés par leur métier. C'est incroyable, c'est vraiment un métier passion. Peu importe les métiers. Après, je dois dire que les producteurs avec qui je travaille sont quand même d'une grande diversité. Donc, par exemple, économiquement, il y a ceux qui ont du mal à remplir un caddie de supermarché et à faire leurs courses pour nourrir leur famille. Et il y a d'autres qui s'en tirent vraiment très bien. Donc c'est vrai que je suis un peu désarçonnée parfois d'ailleurs par cette différence d'aisance économique, mais en tout cas le point commun, c'est vraiment une forme de passion pour leur métier et aussi pour leur territoire. Et ça c'est génial. Et comment t'expliques justement ces écarts de richesse entre ces différents producteurs? Je pense qu'il y a des filières qui fonctionnent mieux que d'autres, il y a des circuits de distribution qui fonctionnent mieux que d'autres aussi. J'ai l'impression que tous ceux qui parviennent à faire alors c'est pas forcément représentatif de l'agriculture qui nourrit la France et qui nourrit l'Europe aujourd'hui, mais beaucoup de mes producteurs font de la vente directe à la ferme, donc ils ne passent pas par des distributeurs. Et j'ai l'impression que ceux-là arrivent bien à s'en sortir économiquement. Et après, c'est vraiment même sur des activités, c'est vraiment des choix personnels qui font que chaque producteur est vraiment un entrepreneur, qui font que leur aventure fonctionne ou fonctionne pas. Ok, c'est intéressant de voir ça. C'est un bon tips, on va dire, à comprendre que il faut mieux vendre en direct avec le consommateur pour éviter tous ces intermédiaires. Mais... Pour certains, ça fonctionne. Et
Comment vont ces personnes aujourd'hui, nos agriculteurs, parce qu'on parle beaucoup parfois de suicide d'agriculteurs. Est-ce que toi, tu l'as ressenti au ton quotidien ou c'est des choses que tu vois pas? Alors, ce que j'adore avec le fait de bosser avec des producteurs, c'est que on est vraiment dans une relation assez franche. Disons que tu sais tout de suite si c'est du lard ou du cochon. Enfin, s'il y a un souci, on te le dit. Et quand ils vont pas très bien, ils te le disent aussi. Donc ça, c'est vraiment génial d'avoir cette franchise, cette espèce de droiture humaine. Ça, j'adore. Et là, pareil, c'est assez divers. Moi, j'ai l'impression que ceux avec qui je travaille, je trouve qu'ils vont bien. Enfin, ils ont vraiment cette passion qui les anime. Et du coup, ils vont bien. Après, tout n'est pas rose. Et c'est bien de le dire et de le communiquer aussi. J'ai l'impression que depuis quelques années, l'opinion des citoyens vis-à-vis des agriculteurs a bien changé. Avant, c'était un peu le cutéreux, le bouseux. Et là, aujourd'hui, on voit partout sur des pancartes l'agriculteur en grand, toute la grande distrib les met en avant. Comment t'expliques ça aujourd'hui, ce changement de paradigme? Effectivement, on assiste à un mouvement où il y a un retour aux valeurs, pas un retour aux valeurs, mais on veut plus de liens, on voit qu'on est dans un système qui fonctionne pas forcément et on a envie de mieux comprendre ce qu'on mange, on a envie d'enlever un peu de la complexité dans notre société et un retour à notre alimentation et à l'humain, tout simplement, ça fait du bien à tout le monde et c'est vraiment une bonne nouvelle de voir que ces producteurs sont valorisés. Pour la plupart, ça leur donne un boost d'énergie qui fait plaisir à voir. Tu le ressens, ça? Oui, parfois. Ou alors, parfois, c'est aussi dans les retours des séjours. Certains de mes producteurs me disent « Je pensais pas que ça allait me faire autant de bien d'avoir des gens qui viennent chez moi et me disent Ah, mais en fait, ton métier, c'est super dur, mais c'est incroyable, c'est génial de se lever le matin et d'aller ouvrir aux chèvres. » Et je pense que oui, certains perdent un peu comme tout le monde, quand tu vis des choses géniales, la routine prend le dessus et tu te rends pas compte de la valeur de ce que tu as. Et c'est vrai que quand ils sont en contact avec des consommateurs qui vivent pas ça tous les jours, ils se rendent compte à quel point c'est formidable, leur métier est formidable. C'est vrai que c'est des beaux métiers. Aujourd'hui, au Lavache compte plus de 80 exploitants. Oui. Comment tu les as trouvés et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il n'y a pas que un type d'agriculture ou de production, il y en a plein. Quand je les ai trouvés, c'est pas une mince affaire. Vraiment, on se déplace à la campagne, on va les voir. Puis quand tu travailles bien avec un producteur, au bout de quelques temps, il te dit tiens, tu devrais peut-être appeler telle personne. Et le bouche à oreille se développe, mais c'est vraiment... Oui, il faut vraiment aller sur place, aller sur le terrain et les rencontrer. Et bon, l'avantage, c'est que c'est des moments vraiment géniaux. Et après, j'oublie le reste de ta question. Non, c'était juste comment tu les avais trouvés. Et ben voilà, en allant sur place. D'accord. Et bon, tu as dit un autre point important, c'est le bouche à oreille. Oui. C'est marrant, dans un autre podcast sur le vin nature, il disait que dès qu'ils avaient réussi à convaincre un producteur de vin, ça se passait bien avec lui et derrière, il y avait un réseau assez incroyable et beaucoup d'entraîne. Et ben c'est vraiment la même chose côté au Lavache. Disons qu'au début, quand j'arrivais, on me dit bon, génial ton projet, t'es bien mignonne, mais est-ce que c'est sérieux ce que tu nous proposes? Est-ce qu'on va faire 2 trucs et après c'est fini? Et tu dois un peu te faire accepter, montrer patte blanche, ce que je comprends tout à fait. Et une fois que tu as réussi à passer certaines barrières, et ben là c'est vrai que ça s'ouvre et c'est agréable de voir que tu as acquis la confiance et puis voilà, tu peux aller avancer, tu peux aller de l'avant. Et comment tu les sélectionnes? Alors la sélection, on est très méticuleux sur la sélection. Là, au bout de 2 ans et demi, on a un réseau de 80 producteurs. Tout simplement parce qu'on n'accepte pas tout le monde. Alors comment on les sélectionne? Il y a 2 critères qui sont les plus importants. Le premier, c'est qu'il faut qu'ils soient engagés pour une agriculture responsable de demain.
Donc voilà, premier critère. Et deuxième critère, mon travail, c'est quand même de faire en sorte que des inconnus passent un week-end ou des vacances où ils se marrent trop. Il faut vraiment que ce soit un bon moment pour eux. Donc notre deuxième critère, c'est que ces producteurs soient vachement sympas. Et cet aspect convivialité, générosité, il est très très important dans notre recrutement des producteurs au Lavache. Et tu as dit un premier point intéressant. Mince, j'ai perdu le fil là-dessus. Premier, engagé pour une agriculture durable de demain. De demain. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, tout notre réseau est en bio ou que tous nos producteurs sont des producteurs locaux. Ça veut juste dire que ce sont des... Et nous aussi, on n'a aucune légitimité pour avoir un label. On n'a pas les compétences, on n'a pas du tout l'ambition de faire ça. On veut juste bosser avec des producteurs qui ont l'envie de transmettre et aussi l'envie que l'agriculture soit de plus en plus responsable, qu'elle se développe de manière de plus en plus responsable. Aujourd'hui, on sait que les agriculteurs, ils travaillent beaucoup. Ça les fatigue pas trop de recevoir des gens le week-end ? Alors si, absolument. Et c'est effectivement, donc au Lavache, c'est vrai que c'est pas facile dans notre histoire parce que on a quand même plein de critères. On veut des producteurs qui soient vraiment producteurs. On veut pas que ce soit par exemple des fermes pédagogiques où en fait c'est un peu plus Disneyland qu'une ferme. Et j'ai rien contre les fermes pédagogiques, mais c'est juste pas notre ambition. Donc on veut qu'ils soient producteurs, qu'ils fassent pas trop de tourisme. Mais un petit peu, donc oui, c'est assez périlleux. Oui, si, c'est du travail en plus, mais c'est vrai que ceux qui le font, c'est des gens qui accueillent déjà beaucoup chez eux, ils ont cette ouverture, ils ont envie, c'est pas parce qu'ils vivent à la campagne qu'ils n'ont pas envie de rencontrer plein de nouvelles personnes. Donc ça nous facilite un peu la tâche. Quels sont leurs retours en tant que hôte et est-ce que tu les formes un peu ? Je sais pas, recevoir des gens, c'est peut-être pas inné pour tout le monde, non ? Oui, tout à fait. On les accompagne réellement. En fait, on a deux types de producteurs. On a ceux qui font déjà de l'accueil, qui ont déjà des... Par exemple, certains ont déjà des chambres d'eau, des gîtes, ou ont essayé de faire des choses avec Airbnb. Donc là, notre accompagnement à l'accueil est moindre. Et après, il y a ceux qui ont toujours eu envie de le faire, mais qui n'ont jamais vraiment su comment commencer, comment mettre les choses en place. Et là, on les accompagne réellement. Donc, ça passe par des petits tips comme appelle des gens avant qu'ils ne viennent chez toi, passe-leur un coup de fil pour savoir quelles sont leurs attentes. Quand ils arrivent, vous faites un bon café... quelque chose de très simple, mais au moins voilà, vous asseyez ensemble et vous parlez de ce dont vous avez envie de vivre pour ces 2-3 jours. Et pardon. Ouais, voilà. Et le retour des citadins ? Alors les retours des citadins, en général ils sont enchantés. Ce qui est dingue, là par exemple avec la nouvelle année, on a reçu plusieurs messages de producteurs qui avaient reçu des cartes de vœux ou des cartes postales de citadins, de voyageurs qui étaient venus chez eux pour un week-end ou pour une semaine. Il y a vraiment des relations assez fortes qui se créent. Donc ça, on en est super fiers. C'est top, c'est une belle aventure humaine. Absolument. Aujourd'hui, là, c'est quoi l'avenir de Au Lavache en 2020 ? Qu'est-ce que tu prévois ? Ça fait 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu comptes faire pour cette année ? On a encore 1000 choses à apprendre. Bien sûr, on veut se développer. On veut proposer des séjours. On veut vraiment être partout en France. Et on veut proposer de plus en plus de semaines où, par exemple, pendant une semaine, on découvre le Pays Basque, on rencontre 1 ou 2 producteurs, ils nous emmènent dans ces lieux que le producteur adore. On veut proposer des séjours de plus en plus premium et axés sur le territoire français. Bon, c'est des beaux projets. Et aujourd'hui, vous êtes présente où en France là ? On est vraiment présent partout en France. Un petit coucou s'il y a des Corses qui nous écoutent parce qu'il nous manque quelques partenariats en Corse et ce serait l'occasion d'y aller pour moi, donc ce serait génial. Sinon, au début, on s'est essentiellement développé autour de Paris en pensant que nos clients seraient surtout parisiens.
Et la bonne nouvelle, c'est que nos clients viennent un peu de partout en France. Donc on est vraiment partout. Voilà, vraiment partout. Il y a un autre point que tu avais évoqué, c'était le complément de revenu. Oui. On en a parlé un peu au début. Pour certains, c'est compliqué. Et aujourd'hui, avec ta plateforme, ils arrivent donc vraiment à créer quelque chose, un complément. Oui, tout à fait. Je pense que sur l'année 2019, on a rassemblé, on a collecté 100 000 € de complément de revenus pour les producteurs. Donc c'est assez inégal d'un producteur à l'autre. Mais oui, c'est effectivement un moyen de générer un complément de revenus. Nous, notre but, c'est quand même que ce soit pas leur revenu principal pour que leur activité principale reste bien celle d'être agriculteur. On voit vraiment l'aspect social aussi, dont tu as parlé, parce qu'ils se reconnectent. L'aspect économique, ça leur permet aussi d'avoir un complément. Bon, ils fournissent un travail aussi en parallèle. Donc on voit qu'il y a... Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Tout à fait. On va juste revenir un peu sur ton projet. Ça fait 2 ans et demi, juste les réussites et les difficultés que tu as rencontrées à créer un projet. On sait que c'est pas facile. Qu'est-ce qui d'abord te plaît le plus dans ce projet-là ? Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est la diversité de mes interlocuteurs. Donc de passer, discuter avec une cliente qui vient d'un milieu assez aisé, puis discuter avec un berger et se casser la tête pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place un super séjour. Ça, c'est génial. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est avec les producteurs, certains qui sont là depuis le tout début, on construit vraiment l'aventure ensemble et voilà, on se casse vraiment la tête à se dire ah, tiens, j'ai l'impression que ça pourrait plaire, ok, comment est-ce qu'on le met en place ? J'ai vraiment l'impression de m'immiscer dans leur vie alors qu'on n'a pas le même âge, on vient pas du même endroit et ça c'est génial. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce travail ? Je trouve que le plus difficile, c'est vraiment c'est d'avoir une énergie. Enfin, quand même, l'entrepreneuriat, ça demande on est toujours dans l'intensité et c'est génial. Mais c'est vrai qu'il faut. Je me dis toujours que si je fais aujourd'hui, pour se développer, on a besoin de faire plus et plus et plus, ou alors mieux peut-être. Et voilà, ça demande une énergie qui est énorme. Moi, je me suis lancée seule sur Oh la Vache. J'ai rencontré un associé par la suite. Il y a eu des mentors et il y a aussi eu des gens qui nous ont aidés et qui ont apporté de sacrés coups de pouce. Mais c'est vrai qu'on est pas beaucoup. Et voilà, il faut une énergie au quotidien c'est pas toujours facile. Et comment tu peux garder cette énergie au quotidien ? Alors, ça s'appelle l'équilibre vie pro, vie perso. J'ai eu énormément de mal à me préserver en tant que personne ma première année d'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, ça va bien mieux. Voilà, c'est plus facile. Ouais, la solution, c'est juste de couper, de lire, enfin voilà, d'avoir des hobbies à côté qui n'ont rien à voir avec Oh la Vache, pour moi. Parce que ta première année, tu étais trop à fond dedans et tu n'avais pas cet équilibre ? Oui, c'est ça. Et j'ai eu la chance. Vraiment, j'étais super contente avec Oh la Vache parce que j'ai eu la sensation que ça se développait vite, rapidement, et que j'avais que de bonnes nouvelles. Donc c'était. Ouais, c'est fascinant en fait. T'as une petite idée et puis en fait tout se déroule et ça se met en place et ça existe vraiment. Donc c'est génial. Mais oui, parfois, qu'est-ce que c'est vraiment agréable de couper et de faire autre chose. Dans ce podcast, on aime toujours donner des conseils à nos auditeurs. Quels conseils leur donnerais-tu pour se connecter ou reconnecter au monde agricole ? Parce que c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors il y a une expérience que je trouve toujours un petit peu marrante à mener. C'est de se dire, tiens, pendant 1 mois, donc en moyenne on mange 3 fois par jour à peu près, pendant 1 mois, je vais essayer de manger 5 produits où je connais les producteurs, ou juste je sais qui ont produit ces produits-là. C'est un petit défi. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, il sera peut-être temps de se reconnecter à votre alimentation. Et voilà.
Ça paraît compliqué comme challenge, surtout pour les citadins. Quel type donnerais-tu pour essayer de trouver un peu des parades pour connaître d'où viennent nos producteurs et ce qu'on mange? Il y a plein de réseaux qui existent. Par exemple, vous avez les AMAP qui permettent, les AMAP. Il y a d'autres initiatives comme La Ruche qui dit oui. Après, il y a plein d'épiceries ou de primeurs. On va encore parler de Paris, mais il y a Au Bout du Champ. Je sais qu'ils invitent souvent leurs producteurs. Donc je pense qu'en ville, il existe déjà des solutions pour rencontrer les producteurs. Et après, je pense que la bonne idée, c'est de prendre sa voiture, son vélo, un train et de partir à la campagne et d'aller rencontrer un viticulteur pour pouvoir dire « Ah bah tiens, cette bouteille, je sais d'où ça vient ». Voilà, faut bouger. Faut se bouger, c'est ça. On arrive dans les dernières questions. Quel livre aux ressources conseillerais-tu à nos auditeurs? Alors, si vous ne connaissez pas encore, moi, ça m'a énormément... Un livre qui m'a beaucoup apporté dans mon développement, c'est un livre de Pierre Rabhi. Mais à vrai dire, je conseillerais plutôt ses conférences. Je trouve que c'est plutôt un homme de parole. Regardez les vidéos de Pierre Rabhi si vraiment jamais vous n'êtes tombé dessus. Et il raconte quoi un petit peu, Pierre Rabhi? Alors, Pierre Rabhi parle de la sobriété heureuse. Donc c'est bon, chacun il trouvera sa définition. Moi je l'ai compris comme comment avec moins de choses, moins de fast, on peut s'équilibrer, retrouver une simplicité et être droit dans ses bottes. Et dans ce podcast, qui c'est que tu aimerais écouter? Qui j'aimerais écouter? Je pense que j'aimerais bien écouter quelqu'un que je n'ai encore jamais rencontré et que je n'aurais pas tellement l'occasion de croiser dans l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir, mais il y a un restaurant kurde en bas de chez moi. Le monsieur qui l'a fondé, qui est donc un entrepreneur, c'est un kurde iranien. Le restaurant s'appelle Zozan. Il a une vie incroyable. Donc il a fui l'Iran en 79. Et aujourd'hui, il tient un restaurant qui est délicieux en France, qui attire beaucoup de gens. Enfin, il y a beaucoup de gens du quartier qui viennent dans ce restaurant. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il est arrivé à tenir une affaire pareille, qui fonctionne et qui apporte beaucoup de joie aux habitants du quartier. Ok, moi c'est très intéressant parce qu'on m'a jamais proposé ce genre de sujet. Donc, n'hésite pas. Donc je vais aller le chercher. Et où c'est qu'on peut te retrouver ainsi que Oh la Vache? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Moi, Clara, dans la vie, où est-ce que je suis? Oui. Sur mon petit vélo, au restaurant Zozan, dans le 18e arrondissement de Paris. Et Oh la Vache, un petit peu partout. Allez sur Internet, sur Instagram, on sera là. Ok, on te souhaite plein de bonheur pour cette année 2020. Merci. Bon courage et à bientôt. Merci, salut, à bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.